Pendant 8 ans, j'étais la dernière personne à le voir chaque nuit. À ce moment précis, Mobutu n'était plus président, il était prisonnier. Pendant plus de 30 ans, Mobutu Sese Seko a régné sur le Zaïre, laissant derrière lui une histoire complexe, faite de pouvoir, de grandeur, de dérives et de tragédies. Mais derrière l'image du maréchal, peu de voix ont eu accès à l'homme malade, isolé et trahi de ces derniers jours. Parmi elles, celle du docteur Pierre Diomi Maweza, son médecin personnel pendant plus de 2 décennies. Formé à l'Université de Paris, entré dans la vie de Mobutu presque par hasard, lors d'une mission sanitaire à Gbadolite, il est devenu l'un des témoins les plus proches de la chute du régime et de l'exil du maréchal. À travers ses mémoires, Moi Diomi, médecin du maréchal Mobutu, il brise le silence, raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et livre une lecture intime, parfois dérangeante, de la fin d'un homme qui a marqué l'Afrique. Voici son récit. En 1963, Pierre Diomi Maweza, jeune médecin tout juste diplômé de l'Université de Paris, arrive avec enthousiasme en République du Congo. Fraîchement sorti des amphithéâtres parisiens, il est envoyé en mission d'inspection sanitaire dans la région de Gbadolite, au cœur de la province de l'Équateur. Là, il découvre une population entière ravagée par le goitre endémique, des coups énormes déformés, des regards fatigués, des enfants et des adultes handicapés par cette maladie liée à la carence en iode. Frappé par l'ampleur du fléau, il met en place une campagne médicale rigoureuse et méthodique. Distribution massive de sel iodé, traitement ciblé, sensibilisation des communautés et suivi régulier des cas. Grâce à son engagement tenace et à une organisation exemplaire, le goitre est quasiment éradiqué en quelques années dans cette zone autrefois sinistrée. Cette réussite remarquable ne passe pas inaperçue. Mobutu Sese Seko, natif de la même région et fier de ses origines équatoriales, apprend l'exploit du jeune docteur. Impressionné par cette victoire concrète sur une maladie qui touchait ses propres compatriotes, le chef de l'État décide de faire de Pierre Diomi Maweza son médecin personnel. Ce qui n'était au départ qu'une mission temporaire se transforme alors en un lien durable, presque indéfectible. Le médecin entre ainsi dans le cercle très fermé du pouvoir, accédant à un monde inconnu. De l'intérieur, il observe le fonctionnement quotidien du régime, les intrigues, les alliances fragiles. Surtout, il découvre un Mobutu bien différent de l'image grandiose projetée au public. Un homme parfois timide dans l'intimité, prévenant avec ses proches, capable de générosité inattendue, mais aussi profondément méfiant, solitaire, hanté par la peur de la trahison. Au fil des années, Diomi devient plus qu'un praticien, un confident discret, un témoin silencieux des grandes décisions politiques prises à l'abri des regards. Par-dessus tout, il est l'observateur privilégié de la lente dégradation de la santé du maréchal. Malgré les alertes répétées, les examens alarmants, Mobutu minimise sa maladie, refusant souvent les traitements modernes. Influencé par des croyances culturelles profondes, par la conviction que le pouvoir protège du mal, et par une méfiance viscérale envers la médecine occidentale, il repousse les mises en garde. Pour le docteur Pierre Diomi Maweza, témoin privilégié de ces années, cet isolement prolongé a eu des conséquences catastrophiques. Le peuple, habitué à voir son président en majesté, lors des marches, des discours fleuves ou des apparitions théâtrales, ne le voit plus. Peu à peu, les Zaïrois apprennent à vivre sans lui, à organiser leur survie sans attendre son ombre tutélaire. Le lien charismatique qui unissait le maréchal à la nation se dissout lentement. Le fossé se creuse, apathie générale, résignation profonde, perte totale de contact avec la rue. Ce vide affectif et politique ronge le régime de l'intérieur, plus sûrement que n'importe quelle révolte ouverte. Convaincu d'avoir muselé toute opposition interne par la répression et les faveurs distribuées, Mobutu sous-estime gravement la menace qui monte de l'extérieur. Ceux-là même qu'il avait portés au pouvoir, certains généraux, alliés occidentaux, voisins régionaux, commencent à préparer, dans l'ombre, son remplacement inéluctable. Affaibli par la maladie, diminué moralement, le maréchal ne perçoit plus ni l'urgence, ni l'ampleur du danger qui l'encercle. Dans le même temps, l'ingérence permanente du clan de son épouse bouleverse le fonctionnement normal de l'État. Collaborateurs loyaux écartés sans ménagement, institutions officielles paralysées,
services de renseignement désorganisés ou instrumentalisés, Mobutu devient progressivement prisonnier de son propre entourage familial. Le 16 mai 1997, alors que les forces de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, approchent inexorablement de Kinshasa, Mobutu Sese Seko, contre toute attente, et malgré les apparences de résistance, quitte précipitamment la capitale pour Gbadolite, son fief natal. 2 jours plus tard, le 18 mai, sous la pression insistante de son fils Konga et surtout du docteur Pierre Diomi Mawesa, qui mesure l'urgence vitale, le maréchal accepte enfin d'abandonner définitivement le Zaïre en flammes. Ce départ précipité, presque clandestin, lui sauve très probablement la vie. À Gbadolite, la confusion règne. Des éléments de la division spéciale présidentielle, DSP, en pleine débandade, convergeant vers la résidence pour l'empêcher de fuir. Un attentat avait déjà été ourdi à Kinshasa par certains généraux ambitieux, un colonel, porteur d'ordres explicites, et même dépêché avec pour mission claire de l'éliminer physiquement. Seule la vigilance acharnée des derniers fidèles, encore loyaux dans le chaos, permet de déjouer le complot à la dernière minute. Mobutu trouve alors refuge à Lomé, chez son vieil ami le général Gnassingbé Eyadema. Mais l'accueil est glacial. L'ex-chef d'État, jadis courtisé, est devenu infréquentable, un paria politique. 5 jours plus tard, sous la pression diplomatique, il doit quitter le Togo. Il se rend finalement au Maroc, où le roi Hassan II, dans un geste d'honneur résiduel, accepte de l'accueillir. Malade, physiquement et moralement brisé, trahi par ses pairs africains qu'il avait si souvent soutenus, Mobutu comprend enfin qu'il est seul. Ceux qui l'avaient aidé financièrement ou politiquement lui tournent le dos sans un regard. Même en privé, rares sont ceux qui lui témoignent encore compassion ou solidarité. L'homme fort d'hier, maître absolu d'un immense pays, n'est plus qu'un exilé humilié, réduit à l'impuissance et à l'oubli progressif. La fin de Mobutu Sese Seko est marquée par une profonde souffrance morale, plus douloureuse encore que la maladie qui le ronge. Son cancer s'aggrave inexorablement, mais les soins pourtant nécessaires sont constamment entravés par l'hostilité ouverte et calculée du clan de son épouse. Le trio infernal, les jumelles Mama Mobutu et sa sœur, ainsi que leur frère omniprésent, s'arrogent des droits illimités sur sa personne, allant jusqu'à contester systématiquement les décisions médicales prises par les praticiens. Le docteur Pierre Diomi Mawesa, fidèle jusqu'au bout, et quelques autres proches loyaux sont accusés sans fondement de vouloir artificiellement prolonger la vie du maréchal pour des intérêts financiers personnels. En vérité, ils deviennent surtout gênants pour ceux qui, dans l'ombre, attendent impatiemment sa disparition afin de s'approprier la fortune colossale accumulée. Pression incessante, humiliation voilée, conflits quotidiens empoisonnent les derniers mois. Le palais devient un lieu de suspicion permanente. Mobutu, lucide, malgré la faiblesse, se rend tardivement compte de son erreur tragique. Avoir accordé une confiance aveugle à des personnes qui convoitaient sa richesse bien plus que son bien, être ou sa survie. Dans l'intimité, il confie à son médecin une amertume profonde, distinguant avec clarté sa famille biologique, celle du sang, de celle de son épouse, devenue pour lui une source de trahison. Il meurt le 7 septembre 1997, isolé dans une chambre d'hôpital à Rabat, conservant une dignité stoïque jusqu'au bout, mais profondément déçu, ses derniers jours sont hantés par le sentiment amer d'avoir été trahi jusque dans l'intimité la plus sacrée par ceux qu'il avait le plus choyé. Partie 5, héritage, regrets et leçons pour l'avenir. Mobutu Sese Seko est mort le 7 septembre 1997, loin de son pays, exilé au Maroc, sans pardon officiel, sans la moindre réconciliation avec son peuple. Son plus grand tort fut cet orgueil inflexible. Jamais il n'a consenti à demander pardon, ni publiquement ni en privé, pour les dérives, les pillages, les répressions qui ont marqué son règne. Pourtant, le peuple zaïrois, devenu congolais, n'a pas coutume de poursuivre les morts avec acharnement. Le temps fait son œuvre. Déjà, dans les conversations de brousse ou les marchés de Kinshasa, certains regrettent l'homme, non pour ses fautes innombrables, mais pour ce qu'il aurait pu être. Au premier jour du pouvoir, Mobutu était un visionnaire. Il rêvait d'un grand État africain, fort, uni, respecté sur la scène internationale,